Collègues. Et la parole est à Monsieur Paul Giacobi. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, j'interviens donc maintenant en tant que député, non pas en tant que rapporteur. Et je voudrais m'exprimer peut-être un peu plus librement, en rappelant d'ailleurs tout de suite, ce que j'aurais pu faire tout à l'heure, que ce rapport a été aussi rendu possible par la qualité du travail de nos collègues. Beaucoup d'entre eux ont été très assidus, ont abordé la commission avec un esprit qui n'était pas polémique, mais qui était constructif, quelles qu'aient été les conclusions. Et puis ce rapport a été rendu possible par le travail des administrateurs, qui a été un travail de grande qualité, comme toujours, mais particulièrement remarquable à mon sens. Je voudrais dire que, personnellement, et au nom de mon groupe, j'ai abordé cette question sans esprit polémique. Je dois vous dire qu'il m'eût été facile d'être un peu polémique, d'autant plus qu'à l'époque, un peu plus jeune, peut-être sans autant de recul, j'étais sur la question polémique. Et en particulier, j'avais souligné, je parle de l'année 2008, j'avais souligné de manière extrêmement claire que, par exemple, Beutler Capital Partners ferait nécessairement une plus-value de 50 millions d'euros. Ça a été 60. Je l'avais déclaré publiquement. Donc il m'eût été facile, de ce fait, m'appuyant sur ce que j'avais dit quelques années auparavant, d'être particulièrement polémique. Nous ne l'avons pas été pour plusieurs raisons. D'abord parce que il est très facile de dire, et la Commission l'a bien démontré, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Un des enseignements de la Commission, à travers les témoignages concordants, a été de comprendre à quel point la pression était considérable sur les uns et les autres. Elle était considérable sur le gouvernement, il faut le dire, sur les autorités de l'État. Elle était considérable, la pression, également sur les fonctionnaires de l'État. Elle était considérable sur les élus de Marseille. Et c'est une affaire qui tient au cœur des uns et des autres, pas seulement pour des raisons partisanes ou électorales, mais enfin parce que ça fait partie de la vie. Elle était considérable aussi, il faut le dire, sur les élus de la collectivité territoriale, et en particulier ceux qui étaient à l'époque à un rôle dirigeant, soit à l'Assemblée de Corse, soit à l'Office des Transports, soit à l'exécutif. Et très franchement, avec le recul, et notamment lorsque j'ai écouté le récit concordant des uns et des autres, je me suis fait la remarque de me dire si j'y avais été, est-ce que j'aurais fait mieux, est-ce que j'aurais fait différemment? Et je n'ai pas trouvé de réponse positive à cette question. Par conséquent, j'aborde le débat avec beaucoup d'humilité. Je dois dire aussi que cette humilité est renforcée par le fait que, par la suite, même si les conditions de l'époque avaient conduit à une DSP sur laquelle on peut toujours trouver des défauts, il faut dire aussi que, par la suite, un certain nombre de mesures ont été prises par l'Office des Transports ou par l'exécutif de l'époque de la collectivité territoriale de Corse, en particulier pour renégocier en cours de route la délégation de service public et pour plafonner ce mécanisme d'aide sociale auquel d'ailleurs nous avons mis fin aujourd'hui depuis le 1er janvier, mécanisme d'aide sociale qui a quand même conduit à donner 14 millions d'euros par an à Corsica Ferries, qui se dit très opposé, bien entendu, à toute contribution publique, mais qui n'a pas craché, passez-moi l'expression, sur celle-là. Mais enfin, c'est beaucoup d'argent. Enfin, si, à l'époque, l'Office des Transports et l'exécutif n'avaient pas plafonné cette aide sociale, elle eût été beaucoup plus considérable. Donc, je crois que, véritablement, il faut aborder les choses avec beaucoup d'équilibre et d'équité. Et puis, je crois qu'il faut dire, parce que le contraire a été dit stupidement, non pas ici, mais par certains intervenants sur le dossier. Une compagnie, Veolia, a dit que la collectivité territoriale de Corse voulait s'emparer, je l'ai entendu, je l'ai lu, de la SNCM. D'abord, c'est idiot,
Et nous serions bien idiots de vouloir le faire dans ces conditions-là. Et ensuite, c'est faux. La meilleure preuve, c'est que la compagnie Veolia a proposé à la collectivité territoriale de Corse, oralement et par écrit, la cession pour 1 € des actions qu'elle détenait dans la société SNCM. Et que l'Assemblée de Corse, unanime, je n'ai pas entendu de voix discordantes, n'est-ce pas? Je fais appel à d'éminents témoins qui sont là, unanime, sur ma proposition, a considéré qu'1 € c'était terriblement cher. Et j'ai eu l'occasion de dire et d'écrire au président de cette compagnie que, naturellement, 1 € c'était envisageable à la simple condition qu'une garantie de passif rédigée comme on doit le faire, et j'ai eu dans mon passé quelques expériences de ce genre de papier, ça peut se rédiger très bien, prévoit éventuellement une garantie à hauteur de 400 millions d'euros. Je dois vous avouer d'ailleurs que ce niveau de 400 millions d'euros était insuffisant. Il aurait fallu mettre un peu plus pour tenir compte de la difficulté de l'affaire. Donc la collectivité territoriale de Corse n'a aucunement l'intention de s'emparer, de vouloir se créer son outil, son joujou, sa chose, pour le plaisir d'en disposer, car très franchement, ça n'est sans doute pas un plaisir. Ce qui soucie les élus de la collectivité territoriale de Corse, et plus généralement ceux qu'ils représentent, c'est de préserver le service public. Et d'autre part, de préserver cet outil économique. Alors le service public, pourquoi? Je rappelle quand même une donnée, c'est que la Corse est une île. Et comme l'a dit un de nos illustres prédécesseurs, il s'appelait Emmanuel Arène, qui était éditorialiste au Figaro et député d'Ajaccio, il a dit un jour ici même, la Corse est une île. Alors évidemment, les collègues ont dit ça, on le savait déjà. Il a dit oui, c'est une île entourée d'eau de toutes parts. Et voilà. La Corse, une île entourée d'eau de toutes parts, c'était un des meilleurs journalistes de son temps, et d'ailleurs un auteur remarquable, puisqu'il avait coécrit avec Flers et Caillavet Le Roi, une pièce politique très amusante de l'époque. Et donc, la Corse étant une île entourée d'eau de toutes parts, eh bien, ces transports sont essentiels, moins pour les passagers que pour les marchandises. J'y insiste. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a plusieurs moyens de se déplacer en tant que passager de la Corse au continent. Il y a l'avion, et puis finalement, il y a un trafic maritime qui est loin d'être négligeable, hors service public, qui est même d'ailleurs, il faut le dire, il faut l'avouer, numériquement plus important ou aussi important en termes de services exercés, exploités librement, qu'en termes de services publics. En revanche, pour les marchandises, vous ne trouverez pas d'initiative privée qui transporte à longueur d'année, avec une régularité insuffisante, puisqu'il y a parfois des troubles sociaux et des troubles d'interruption du service, et j'y reviendrai, mais enfin qui transporte à longueur d'année les marchandises dans un sens comme dans l'autre, indispensables à l'économie et même à la survie de notre île. Par conséquent, ce service public est essentiel. Au reste, on ne l'a pas assez souligné. L'Union européenne peut suspecte de vouloir à tout prix promouvoir une idéologie favorable au service public. Monsieur le ministre, l'Union européenne peut être accusée de tout, d'excès dans le domaine de l'étatisation et du service public. On ne lui fera pas ce reproche. Eh bien, la Commission de l'Union européenne, s'exprimant par la bouche ô combien peu portée sur tout cela du commissaire Almunia, a, dans une décision controversée et contestable, néanmoins légitimé qu'un service public de base, celui des cargomiques, qui transportent tout à la fois toute l'année les passagers et les marchandises, soit effectivement nécessaire et indispensable à la Corse, et que par conséquent, il ne saurait être question de mettre en cause sa légalité, sa légitimité économique et sa légalité juridique. Donc nous en avons besoin. Nous avons un besoin absolu. Et c'est ce qui nous guide. Et puis, plus généralement, au-delà même du fait du service public, il y a naturellement l'emploi, non pas l'emploi uniquement l'emploi des employés de la SNCM, des salariés de la SNCM, il y a tout ce qui va avec, il y a tout ce qui va autour, il
Il y a tous les services, tant en Corse que sur le continent, qui concourent à l'activité portuaire, aux services annexes, au ravitaillement, et à bien des choses qui font que c'est une activité économique absolument essentielle. Il y a même, d'ailleurs, des enjeux de technologie, et j'y reviendrai. Alors, 4 ou 5 faits sur lesquels on peut revenir un instant. D'abord, cette société, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, le service qu'elle effectue, en tout cas le service des cargos mixtes, le service de base, par opposition à celui des cars ferries, ce service qui a lieu toute l'année, le service des cargos mixtes, est indispensable et il est rentable. Et il est rentable, je le répète. Une compagnie, la CMN, assure ce service de manière rentable toute l'année dans les conditions de service public, avec un taux de rentabilité qui n'est pas très élevé, mais qui existe. Et sous l'emprise du pavillon français, sans qu'il soit besoin de dire qu'il faudrait, pour être rentable, ne pas avoir le pavillon français et ses éventuelles contraintes. Mais surtout, nous voyons bien qu'il faut restructurer la SNCM pour ajuster ses effectifs, son activité, à la réalité du besoin et à la réalité du service solvable. Eh bien, il y a un plan social, en tout cas, il y a un plan de restructuration qui a été approuvé par les partenaires sociaux. C'est tout de même assez rare pour être souligné. Je le dis très franchement, je l'avais dit en public au cours de l'été. Il a été approuvé grâce au travail, sans doute, de la direction des partenaires sociaux, mais par l'entremise de quelqu'un qui est là, qui s'appelle Frédéric Cuvillier. Il est assez rare pour être noté. Sans vous, Monsieur le Ministre, je crois que ce plan n'aurait pas été adopté. La seule chose, et vous l'avez dit tout à l'heure de manière très claire et très nette, il est accepté, encore faut-il le mettre en œuvre. Et ne pas, comme je l'entends parfois, le subordonner à un achat de navire. Et j'y reviendrai. Pourquoi ? Parce que pour le moment, il y a dans le service public de la Corse, de la SNCM, 4 navires mixtes. Il faut les renouveler, j'y reviendrai. Mais en attendant, rien n'interdit d'avoir sur ces navires, qui sont les jumeaux un par un de ceux de la CMN, d'avoir le même effectif opérationnel que celui qui est à la CMN et qui est de l'ordre de 2 fois moins, un peu moins de 2 fois moins, de 40% de moins. Sachant que l'autre compagnie respecte les obligations de service public, les obligations de pavillon, et que je sache, connaît les mêmes partenaires sociaux. Les mêmes partenaires sociaux, avec sans doute les mêmes exigences, et par conséquent, on ne peut pas continuer à avoir 2 navires qui partent, l'un armé à 70 personnes, de navires identiques, et l'autre à 39. Vous voyez bien que ça ne peut pas fonctionner économiquement de la même manière. Et là, la Commission l'a dit, un certain nombre de collègues l'ont dit, l'ont souligné, puis votre serviteur le dit. Ça ne fait pas plaisir, mais il faut le dire. Et donc la nature, entre autres, du plan social qui a été discuté, du plan de restructuration, c'est tout de même cela. Alors pourquoi est-ce qu'il ne faut pas subordonner au renouvellement des navires ? D'abord, disons-le très clairement, il faut renouveler les navires. Pourquoi ? Le ministre l'a dit à l'instant, d'abord parce que la précédente DSP prévoyait le renouvellement des navires. Et que sous l'empire de la précédente DSP, il y a eu un navire qui a été renouvelé, pas d'ailleurs à la SNCM, mais à la CMN, qui a acheté un nouveau navire, qui a fait construire, ça s'appelle le Piane, qui est un très beau navire, et la SNCM n'a renouvelé aucun navire. Il y a donc une obsolescence de ces navires, il faut les renouveler, il faut qu'ils soient mieux adaptés, et il faut surtout qu'ils répondent aux normes européennes de pollution, parce que l'Europe ne fait pas, excusez-moi l'expression, que, salir le bâton avec les histoires de concurrence. Elle nous impose aussi des règles de pollution maritime, en particulier d'avoir des bateaux à gaz, sauf qu'il n'y a pas de poste d'avitaillement pour le gaz, et que la précommande dont les journaux se sont fait l'écho récemment, qui n'est d'ailleurs pas encore réalisée pour une autre compagnie maritime en France, fait que pour un service qui dure 1 heure ou 2 de traversée, on est obligé d'avoir un bateau qui a de quoi naviguer pendant une semaine sans avitailler. Bon, enfin, les bateaux au gaz, il va falloir y aller, mais naturellement subordonnés à cet objectif relativement lointain, en tout cas à moyen terme, de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, avec toute une série de questions à poser, le plan social est une absurdité. Il faut l'exécuter tout de suite.
Donc le renouvellement de la flotte, c'est l'objectif principal, et Monsieur le ministre, c'est la raison pour laquelle vous avez réuni les collectivités, vous avez bien fait, pour leur poser un certain nombre de questions. Alors les collectivités, parfois, nous ont dit « Nous allons prendre une participation à la SNCM ». Moi, j'entends bien ce que disent les collègues. Il y a 3 raisons pour lesquelles la collectivité territoriale ne prendra pas de participation. 2 sont communes aux autres collectivités. Elles sont objectives. La première, c'est que nous n'avons pas le droit. C'est interdit par la loi française. Participation à une société privée, la loi française ne le permet pas pour une collectivité à ce jour, hors le statut, naturellement, de société publique locale ou de SEM. La loi européenne s'y opposerait tout à fait. On considère ça comme une aide d'État qui devrait être notifiée, etc. La deuxième raison, c'est que nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens, pourquoi ? Parce que toute intervention dans le capital aujourd'hui serait considérée naturellement comme, du point de vue du droit commercial, à mon sens, en tout cas ce serait un risque que nous ne courrons pas, à un soutien abusif ou quelque chose qui apparenterait. Par conséquent, ce serait un risque absolument inconsidéré. Puis la troisième raison, c'est que naturellement, mais ça ne vaut que pour la collectivité que je représente par ailleurs, c'est que nous n'avons pas envie, parce que ce n'est la dernière chose à faire. Et pourtant, il faut financer le renouvellement de la flotte. Alors je le dis très clairement, dans l'état actuel des choses, aucune banque ne financera, publique ou privée, ne financera directement le renouvellement de la flotte. Pourquoi ? Parce que là aussi, ce serait prendre le risque d'un soutien abusif. Si vous apportez à une société qui est au port du tribunal de commerce un concours, même pour un investissement, en dizaines ou en centaines de millions d'euros, vous vous trouvez dans une situation évidente de soutien abusif. Et par ailleurs, si vous êtes une banque responsable de ce que vous faites, vous regardez le risque. Le risque est tel qu'on ne peut pas prêter directement. En revanche, ce qui n'est pas interdit, éventuellement, c'est de constituer une société qui éventuellement ferait l'investissement, et c'est là que les collectivités territoriales pourraient, le cas échéant, intervenir, de manière à ce que, sous forme de société économique par exemple, puissent acheter des navires pour les renouveler, les louer à la société concessionnaire, et ça n'est pas interdit, et ça ne comporte pas de risque financier de participation à l'exploitation, de soutien abusif, etc. Je dis bien d'ailleurs une société économique parce qu'il faudrait associer le secteur privé, et de préférence le secteur privé professionnel, car commander des navires, c'est déjà très compliqué, quand on n'est pas professionnel. Commander des navires d'un type nouveau, dont il n'existe que fort peu d'exemples actuellement en Europe, c'est du virtuel le bateau à gaz, c'est du réel pour très peu de choses et c'est du virtuel pour le reste, eh bien ça demande des qualifications que nous n'avons pas et une extrême prudence que j'ai cru comprendre d'ailleurs aussi chez les autres collectivités locales face à ce sujet. Bien. Par conséquent, il faut, et le ministre en a pris l'initiative, et la collectivité territoriale de Corse lui a répondu, mais c'était exprimé bien avant là-dessus, il faut envisager ce renouvellement de la flotte, il faut le construire, il faut le bâtir, il faut le rendre possible. Ça n'est pas simple, mais avant cela, il faut avoir restructuré la société. Pas peine de renouveler la flotte d'une société qui va mourir. Et si on ne la restructure pas, elle va mourir. Elle consomme actuellement en trésorerie de l'ordre de 10 millions d'euros par mois. Vous me direz, c'est des mois d'hiver. Enfin, en été, ce sera un peu moins, mais enfin, ce sera quand même quelque chose. Ça ne peut pas continuer comme ça, évidemment. Il reste le problème des condamnations européennes. Moi, je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais depuis le début, avant même que les condamnations tombent, bien avant même presque qu'on envisage qu'elles pourraient tomber, j'avais indiqué à l'Assemblée de Corse, et Camille de Rocazère le sait, et puis je crois partager ce sentiment, que le service complémentaire était condamné, c'est-à-dire le service des cars ferrés était condamné parce qu'il ne correspondait pas, à mon sens, au droit à un véritable service public. Il est là pour apporter du monde en Corse l'été, là où il y en a déjà de trop. Avec des moyennes de remplissage sur l'année qui sont de 35%, c'est très difficile de plaider la conditionnalité du service public dans ce domaine, sachant que l'offre n'est pas du tout déficitaire, l'offre privée, l'initiative privée. Vous connaissez la jurisprudence administrative française. Une collectivité publique a le droit d'intervenir dans le service public au titre du service public dans une activité privée dès lors que le service privé est défaillant. Le maire d'une commune où il n'y a pas de boulangerie, où il n'y a aucune chance
qu'une boulangerie ouvre peut créer une boulangerie municipale. Le maire d'une commune où il y a 40 boulangeries ne peut pas créer une boulangerie municipale. C'est absurde. Il en est le même pour les car-ferries. Il y a des car-ferries sur la Corse. L'initiative privée y pourvoit et par conséquent. Bon. Donc la condamnation européenne était inéluctable, même si on peut tout de même s'étonner, ça a été fait, je crois, par notre président Arnaud Leroy tout à l'heure, même si le ministre l'a souligné également, c'est quand même très difficile de prévoir l'avenir en matière de droit européen ou même de droit français des concessions, car je résume. Le tribunal de Bastia dit oui. La Cour administrative d'appel dit non. Le Conseil d'État dit oui. La Commission de l'Union européenne dit oui. Le tribunal de l'Union européenne dit non. Et finalement, la Commission européenne dit non. Et nous sommes en appel. Ce n'est quand même pas à nous de jeter la pierre à ceux qui éventuellement se seraient trompés, car effectivement, en jetant une pièce de monnaie en attendant qu'elle retombe sur pile ou face, on a à peu près autant de pertinence à prévoir les décisions de justice. Mais au point où nous en sommes à ce jour, que les choses soient claires. Pour ce qui concerne, il y a 2 appels en cours. D'abord, il faut rappeler que les affaires sont juridictionnelles aujourd'hui. Plus la commission, c'est le tribunal. Il y a un contentieux qui concerne la collectivité territoriale de Corse, mais également l'État, qui porte sur le service complémentaire. Injonction faite à la collectivité territoriale de Corse, qui n'y a pas d'ailleurs déféré, de demander le remboursement du service complémentaire. La Commission de l'Union européenne a prononcé en tant que juridiction de première instance en matière de concurrence cette injonction. Le tribunal de l'Union européenne ne s'est pas prononcé au fond. Il a répondu à une demande de sursis à exécution de l'État en disant qu'il n'y a pas de raison de faire un sursis à exécution. Ça ne préjuge pas du fond. Mais l'hypothèse selon laquelle le fond serait de dire, dans la décision de fond, le service est légal est à peu près du même ordre que la chance pour votre serviteur d'accéder au rang de cardinal. Je dois vous dire que, bien que j'ai une cravate rouge et parfois une écharpe rouge, c'est quelque chose qui ne me paraît pas immédiatement possible. Par ailleurs, s'agissant de la décision du tribunal de l'Union européenne sur les conditions de privatisation, qui condamnait d'une certaine manière la Commission de l'Union européenne qui avait accepté ces conditions de privatisation, le ministre est d'accord avec moi, mon accession au rang de cardinal est quand même relativement peu probable. Merci. Et je pense que la plupart de Mon cher collègue, avant de revêtir la pourpre cardinaliste, je vous suggère de conclure. Dans le calme de la pourpre, Monsieur le Président, je conclus en disant que le parquet s'est prononcé le 14 janvier, la décision est rendue sur 2 mois, sous 2 mois. Bon, il y a encore possibilité et matière à faire prolonger le plaisir, mais enfin, on voit que c'est incontournable. Il va d'ailleurs falloir trouver un moyen juridique de contourner les décisions qui sont inéluctablement négatives par rapport à ce qu'on a dit. Il y a sans doute des moyens. Enfin, je conclus, Monsieur le Président, immédiatement. Il faut éviter à tout prix le scénario de l'effondrement de l'emploi, de l'effacement du service public, et également, je le dis très clairement, de l'appropriation privée indue d'un service public qui, à certaines conditions, peut devenir extraordinairement rentable. C'est une des raisons pour laquelle la collectivité territoriale de Corse fera valoir ses droits, à tous égards, y compris de créance, pour éviter qu'à nouveau, il y ait, comme par le passé, une appropriation privée des deniers publics. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue.